Les examens étaient arrivés. Utérus sec, inutile pour la succession. Pour notre 3e anniversaire, elle m'a chassé du palais pour ne pas avoir donné d'héritier. J'ai refusé le chèque de silence et suis retourné dans le quartier populaire où j'étais né. 3 mois plus tard, j'ai découvert l'impossible. J'étais enceinte, seule, et le destin le remettrait sur mon chemin. Le reflet dans le miroir vénitien de 3 mètres renvoyait l'image d'une femme façonnée pour la perfection, mais Delphine avait l'impression de regarder une étrangère. Sa robe de soie, couleur ivoire, brodée de fils d'or qui dessinaient les armoiries de la famille royale, pesait sur ses épaules comme une armure de cérémonie, non comme une célébration. C'était le 3e anniversaire de leur mariage. La nuit où les attentes de tout un pays semblaient converger vers ce dîner privé dans l'aile ouest du palais de verre. La table était dressée pour 2, avec des couverts en argent disposés millimétriquement sur le lin égyptien, et les bougies de cire d'abeille brûlaient depuis assez longtemps pour que la cire commence à couler sur les chandeliers. Delphine toucha son ventre instinctivement. Ce geste était devenu un tic nerveux ces derniers mois, une quête silencieuse d'une vie qui refusait de s'épanouir. Le silence dans le palais était absolu, rompu seulement par le léger bourdonnement à peine perceptible de la climatisation centrale, qui maintenait l'environnement à une température artificiellement froide, les isolant de la chaleur impitoyable du désert extérieur. Elle regarda l'horloge à pendule. Salim était en retard, non pas de quelques minutes, mais de plusieurs heures. Son absence n'était pas inhabituelle étant donné la charge du conseil, mais cette nuit-là, elle semblait un présage. Elle s'accrochait au souvenir de ses murmures la nuit précédente, promettant que leur amour était la seule loi qui comptait. Une promesse faite dans l'obscurité de la chambre, loin des oreilles de la cour. Les doubles portes en acajou s'ouvrirent avec un fracas qui fit vaciller les flammes des bougies. Delphine se leva en sursaut, le sourire de bienvenue déjà formé sur ses lèvres, mais il mourut avant de naître. Ce n'était pas Salim. Fatima entra dans la salle à manger avec la présence d'une tempête contenue. Ses pas résonnaient sur le marbre avec une cadence militaire. Il n'y avait ni garde ni serviteur, juste la matriarche et une enveloppe brune qu'elle tenait du bout des doigts, comme si elle contenait quelque chose de toxique. « Asseyez-vous, Delphine. » La voix de Fatima était douce, polie par des années de diplomatie, mais elle portait le poids d'une sentence. Delphine resta debout, les mains tremblant légèrement le long de son corps. « Où est Salim? Il lui est arrivé quelque chose ?» « Mon fils remplit son devoir envers l'émirat, quelque chose que vous, malheureusement, avez prouvé être incapable de faire. » La Sheikha fit glisser l'enveloppe sur la longue table. Elle s'arrêta exactement devant l'assiette vide de Salim. Le papier brun contrastait violemment avec la blancheur de la nappe. Delphine regarda l'enveloppe, puis les yeux de sa belle-mère, qui ne montraient pas de haine, seulement une froideur pragmatique et terrifiante. « Les derniers examens sont arrivés de Zurich ce matin, mentit Fatima sans ciller. La falsification était parfaite, une œuvre d'art bureaucratique commandée pour détruire une vie, utérus infantile, sec, inutile pour la succession. » Le monde de Delphine tourna. Le son du sang pulsant dans ses oreilles étouffa l'environnement. « Ce n'est pas possible. Le médecin a dit que ce n'était que du stress, que nous avions besoin de temps. » Le temps est écoulé, coupa Fatima. Un roi sans héritier est une invitation à la guerre civile. Salim le sait, le conseil le sait. Et maintenant, vous le savez, le dîner est terminé avant même d'avoir commencé, ma chère. Delphine sentit les larmes chaudes monter, non de tristesse, mais d'une indignation suffocante. Elle voulut crier, voulut déchirer cette enveloppe sans même l'ouvrir, mais l'absence de Salim pesait plus que n'importe quel document. S'il était là, il se battrait pour elle, à moins qu'il n'ait déjà abandonné. Pendant que Delphine s'effondrait intérieurement dans le silence de la salle à manger, de l'autre côté du complexe palatial. Dans la salle du conseil, l'air était dense de fumée de cigares et de tensions viriles. Salim était assis en bout de table ovale, mais il paraissait plus petit que ses 30 ans.
Autour de lui, 12 hommes, les anciens des tribus et les actionnaires majoritaires du pétrole, attendaient dans un silence sépulcral. Devant lui, le décret d'annulation. « Votre Altesse !» La voix de Rachid, son chef de la sécurité et confident traître, semblait trop serviable. La stabilité des frontières dépend de l'alliance avec le Nord. La famille de Naïra n'attend que votre signature pour débloquer les fonds d'infrastructure. Le peuple a besoin de certitude. Le peuple a besoin d'un avenir. Salim tenait le stylo Mont-Blanc si fort que les jointures de ses doigts étaient blanches. « Delphine est ma femme. Elle est en bonne santé. Nous sommes jeunes. La modernité que nous prônons à l'extérieur doit commencer ici, à l'intérieur. » Il tenta d'invoquer l'autorité qui lui était due, mais sa voix faiblit légèrement. Il regarda la porte, espérant voir sa mère entrer et peut-être, par miracle, le soutenir. Mais quand Fatima entra, elle ne regarda pas son fils, elle regarda les conseillers. « L'amour est un luxe de roturier, Salim, » dit-elle, s'arrêtant derrière sa chaise et posant ses mains sur les épaules de son fils. Le toucher n'était pas de réconfort, mais de contrainte. Le devoir est le fardeau des rois. Vous choisissez le cœur d'une femme stérile ou la survie de votre héritage. Si vous sortez par cette porte pour la retrouver, le conseil dissoudra votre cabinet le matin. La manipulation était chirurgicale. Ils attaquaient là où Salim craignait le plus, sa compétence en tant que dirigeant. Il ferma les yeux, et l'image du visage souriant de Delphine lors de leur lune de miel envahit son esprit. Il l'aimait désespérément, mais il avait été élevé pour croire que l'émirat était son premier enfant et qu'il était sur le point de le tuer par égoïsme. Brisé, vaincu par l'architecture de culpabilité construite autour de lui, Salim ouvrit les yeux. Ils étaient vides. L'homme qui tenait le stylo n'était plus le mari amoureux, il n'était qu'un instrument de l'État. Il signa. Le crissement de l'encre sur le papier résonna comme un tissu qui se déchire. Il relâcha le stylo et se leva brusquement, tournant le dos à la table, refusant de regarder le document ou sa mère. Il marcha jusqu'à la fenêtre blindée, fixant l'obscurité, incapable d'affronter sa propre honte. La nouvelle parvint aux appartements de Delphine, non par Salim, mais par une équipe d'avocats, accompagnée de femmes de chambre qui apportaient déjà des cartons. L'efficacité de l'expulsion était humiliante. Il n'y eut ni cri, ni scandale. Delphine sentit un calme glacial envahir ses membres, une anesthésie émotionnelle nécessaire à la survie. Son Altesse a ordonné que cette compensation soit livrée immédiatement, dit l'avocat, tendant un chèque bancaire dont la valeur avait tant de zéros qu'elle ressemblait à un numéro de téléphone. C'est suffisant pour vivre confortablement n'importe où en Europe. La seule condition est le silence absolu sur les motifs de la séparation et l'exil volontaire de l'émirat. Delphine regarda le papier. C'était le prix de sa dignité, le prix du ventre qu'il prétendait stérile. Elle prit le chèque, sentant la texture du papier cher, et le déchira lentement en deux, puis en 4 morceaux. Elle jeta les fragments sur le sol de marbre, aux pieds de l'homme en costume. « Dites à Salim que mon silence n'est pas à vendre et que je n'ai pas besoin de son argent pour survivre dans le pays où je suis né. » Elle écarta les cartons, entra dans le gigantesque dressing, ignorant les robes de haute couture, les soies importées et les chaussures de créateurs. Au fond d'un tiroir, elle trouva ce qu'elle cherchait. Une simple robe en coton bleu foncé et une tunique, des vêtements qu'elle portait pour visiter anonymement les orphelinats. Elle se dépouilla de ses bijoux, sentant le poids physique quitter son corps. La bague de fiançailles, un diamant jaune rare, fut laissée sur la coiffeuse à côté du parfum que Salim aimait le plus. En sortant par le portail de service, le changement d'atmosphère fut brutal. L'air climatisé parfumé du palais céda la place à la chaleur suffocante et poussiéreuse de la nuit dans le désert. Une voiture simple, envoyée par son père, l'attendait. Il n'y avait pas de chauffeur en livrée, juste le vieux patriarche au volant, les mains calleuses serrant fermement le volant.
Delphine monta dans la voiture. Elle s'attendait à une étreinte, à un mot de réconfort, au refuge sûr de l'enfance. Mais son père garda les yeux fixés sur la route devant lui. « Je t'avais prévenu que tu volais trop haut, ma fille, » murmura-t-il, la voix rauque de honte. « Une femme renvoyée? Que vont dire les voisins? Comment vais-je regarder les hommes au souk demain ?» La phrase la frappa avec plus de violence que l'expulsion. Elle n'était pas une victime pour lui. Elle était une faute, une marchandise défectueuse renvoyée au fabricant. Delphine appuya son front contre la vitre froide de la fenêtre, observant les lumières du palais de verre s'éloigner, brillant comme un mirage cruel au sommet de la colline. Tandis que la voiture descendait vers le vieux quartier, où les rues étaient étroites et l'odeur de safran se mêlait aux égouts à ciel ouvert, Delphine réalisa qu'elle n'avait pas seulement perdu un mari, elle avait perdu son identité. La reine était morte. Il ne restait que la femme à l'utérus stérile, condamnée à être le fantôme d'une histoire de fées qui avait mal tourné. Et dans l'obscurité du siège arrière, pour la première fois de la nuit, elle permit à une seule larme solitaire de tracer un chemin sur la poussière de son visage. Cette larme sur son visage portait le poids d'un monde entier qui s'effondrait. Avez-vous déjà ressenti cela quand tout ce que vous étiez disparaît simplement? Dites-moi, d'où écoutez-vous cette histoire? Commentez la ville, le pays. Je veux savoir qui est ici avec moi maintenant, partageant la douleur de Delphine. Et si votre cœur s'est serré, laissez un j'aime, car ce qui vient, elle aura besoin de chaque gramme de force qui existe en elle, et nous serons ensemble. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit de l'expulsion. La chaleur dans le vieux quartier n'était pas seulement une température, c'était une entité physique, lourde et suffocante, qui s'accrochait à la peau et rendait la respiration difficile. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit de l'expulsion, et la routine de Delphine s'était résumée à une quête humiliante de survie. Les semelles de ses sandales bon marché étaient usées, et la robe de coton, autrefois bleu foncé, commençait à se décolorer sous le soleil implacable. Elle marchait entre les étals de poissons séchés et d'épices, ignorant les regards de pitié des marchands, qui reconnaissaient en elle la fille renvoyée du vieux commerçant. La honte de son père était une ombre qui la suivait. Il lui adressait à peine la parole à la maison, se contentant de laisser une assiette de nourriture sur la table et de partir avant qu'elle ne se réveille. Le monde tourna brusquement quand l'odeur forte de cardamome brûlé envahit ses narines. Le bruit de la foule se déforma, se transformant en un bourdonnement aigu, et le sol en terre battue monta pour la rencontrer. L'obscurité fut miséricordieuse, effaçant la faim et la douleur aux pieds, mais elle ne dura pas. Elle se réveilla avec le goût amer de sel d'ammoniac dans la bouche. Elle était allongée sur une civière étroite, couverte par un drap rêche, dans une pièce aux murs écaillés, où un ventilateur de plafond tournait paresseusement. Une femme d'âge mûr, avec son hijab mal ajusté et des yeux fatigués, notait quelque chose sur une planchette. C'était la doctoresse Amira, connue pour soigner les indigents que le système de santé royal oubliait. « Avez-vous mangé aujourd'hui ?» demanda la médecin sans lever les yeux. « Je n'ai pas faim, juste de la fatigue. Ça doit être le stress. » Delphine répondit en essayant de s'asseoir, mais une vague de vertige la repoussa. « Le stress ne cause pas ce que j'ai vu dans votre analyse de sang, et n'explique pas non plus l'hypotension sévère. » La médecin posa sa planchette et croisa les bras, regardant l'ex-reine avec un mélange d'incrédulité et de pragmatisme. « Vous n'êtes pas stérile, Delphine. Le diagnostic du palais était un mensonge ou une incompétence criminelle. Le silence dans le cabinet improvisé fut rompu seulement par le bourdonnement du ventilateur. Delphine sentit un froid lui parcourir l'échine, hérissant sa peau moite. « Que dites-vous ? » « Je dis que vous êtes enceinte de presque 12 semaines. Le cœur du bébé est fort, bien plus fort que la mère en ce moment. » Delphine porta sa main à son ventre plat instinctivement. L'ironie avait un goût métallique dans sa bouche, expulsée pour être un désert stérile, alors qu'en réalité elle portait déjà la vie qui sauverait son mariage.
L'utérus stérile fleurissait dans la misère, mais le choc initial céda rapidement la place à la terreur. Elle n'était plus la cheikha protégée par des murs de verre. C'était une femme répudiée, vivant de la charité chez un père honteux, dans un quartier où la mortalité infantile était une statistique quotidienne, non une tragédie lointaine. L'urgence remplaça la peur. Elle devait parler à Salim. Il ne savait pas. S'il savait, la stabilité de l'émirat que sa belle-mère chérissait tant changerait d'axe. L'héritier existait. Cet après-midi-là, Delphine vendit une paire de petites boucles d'oreilles qu'elle avait oubliées à son oreille la nuit de sa fuite. La seule pièce de valeur qui lui restait. Avec l'argent, elle acheta un smartphone d'occasion à l'écran fissuré et des crédits de données. Ses mains tremblaient en tapant. Aucun blocage émotionnel ne pouvait résister à l'image granuleuse de l'échographie que la doctoresse Amira avait imprimée. Elle joignit la photo, écrivit juste une phrase. « Ils nous ont menti. Ton fils vit. » La barre d'envoi se chargea lentement. 90%, 95% envoyés. La réponse ne vint pas de Salim. Elle vint sous la forme d'une main lourde sur son épaule, 5 minutes plus tard, alors qu'elle essayait d'obtenir un meilleur signal au coin de la mosquée. Delphine se retourna et le sang se vida de son visage. Rachid, le chef de la sécurité personnelle de Salim, était là. Il ne portait pas l'uniforme militaire, mais des vêtements civils qui dissimulaient à peine l'étui de son arme à la ceinture. Son sourire était bref, mais ses yeux étaient de requin. « Votre Altesse » dit-il, utilisant le titre comme une insulte. Il est dangereux de se promener seul avec une technologie non sécurisée. Avant qu'elle ne puisse réagir, Rachid arracha le téléphone de sa main d'un mouvement rapide et brutal. Il regarda l'écran, vit le message envoyé et, avec un soupir ennuyé, accéda au système à distance. Delphine vit, impuissante, comment il non seulement supprimait le message, mais formatait l'appareil et accédait au serveur pour effacer la trace numérique. « Salim doit savoir !» cria-t-elle, attirant les regards curieux des passants. « C'est son fils. Le cher Salim est occupé à assurer l'avenir du pays avec une femme appropriée. » dit Rachid d'une voix basse et mortelle. Il s'approcha, envahissant son espace personnel, la forçant à reculer contre le mur sale de la mosquée. « Écoutez bien, Delphine, le divorce est prononcé. Toute tentative de contact sera considérée comme du chantage, et des accidents arrivent tout le temps dans le vieux quartier. Une fuite de gaz chez votre père, un frein qui lâche sur son pick-up. Il serait dommage que le vieil homme souffre à cause de l'entêtement de sa fille. » Il laissa tomber le téléphone sur le sol et l'écrasa du talon de sa botte, transformant son espoir en éclats de verre et de plastique. « Disparaissez, Delphine, pour le bien de l'enfant que vous dites porter. Si elle naît, qu'elle naisse dans l'anonymat. Si le palais le sait officiellement, ils ne vous reprendront pas. Ils prendront le bébé et vous feront disparaître. Comprenez-vous » Delphine acquiesça, les larmes de rage et d'impuissance brûlant ses yeux. Elle comprit. Il n'y avait pas de pont de retour, il n'y avait qu'un mur, et Rachid était le gardien armé au sommet de celui-ci. Pendant que Delphine était acculée dans les rues poussiéreuses, le palais de verre brillait sous les lumières artificielles d'un événement parfaitement orchestré. La climatisation maintenait l'environnement à une température glaciale, idéale pour préserver les orchidées blanches importées qui décoraient chaque surface. C'était l'annonce officielle des fiançailles entre le cher Salim et Naïra. Salim se tenait près du balcon, observant la ville en contrebas. Il tenait un verre d'eau gazeuse, refusant de boire de l'alcool, bien que l'envie d'engourdir ses sens soit écrasante. À ses côtés, Naïra brillait dans une robe de soie argentée, aussi tranchante et moderne qu'un gratte-ciel. L'engagement sur les réseaux sociaux a augmenté de 40% depuis l'annonce. « Salim », dit-elle, sans quitter des yeux la tablette qu'une assistante tenait. La fusion des entreprises de ma famille avec le fonds souverain stabilisera le marché asiatique. C'est un mariage parfait en termes d'image de marque. Salim regarda sa fiancée. Elle était belle, intelligente et implacable. Tout ce dont un cheikh avait besoin.
Et il ne ressentait absolument rien, ni désir, ni irritation, juste un vaste désert intérieur. « Avez-vous déjà choisi les couleurs de la cérémonie ?» demanda-t-il, essayant de participer. « Blanc et doré. Évidemment, le bleu que Delphine portait est trop nostalgique. C'est du passé. Nous devons projeter l'avenir, l'innovation. » Naira renvoya l'assistante et lui toucha le bras, un geste calculé pour les photographes positionnés à distance. « Souriez, mon cher, le monde nous regarde. » Salim sourit. C'était un rictus entraîné, musculaire, sans lumière dans les yeux. Quand la séance photo fut terminée, il se retira prétextant une migraine. Ses pas le menèrent non à ses appartements, mais à l'aile est, maintenant désaffectée, où Delphine avait l'habitude de peindre. La pièce était propre, stérilisée de sa présence. Les toiles avaient disparu, les vêtements donnés. Mais en ouvrant le tiroir de la table de chevet que les femmes de chambre avaient oublié de vérifier, il trouva un petit livre de poésie persane. La couverture était usée. Il ouvrit le livre et une feuille séchée de jasmin tomba d'entre les pages. Son odeur, ce parfum doux de peau et de fleurs, non l'odeur chimique de produits chers, était encore là, faible, presque un fantôme olfactif. Salim porta le livre à son visage, inhalant profondément, fermant les yeux. La douleur fut aiguë, physique. Il avait la stabilité politique, il avait la fiancée parfaite, il avait l'approbation de sa mère. Mais en tenant ce livre dans le silence du palais, il réalisa qu'il était l'homme le plus pauvre du royaume. Il avait signé sa sentence de solitude sur la même feuille de divorce. Les mois s'étirèrent dans le vieux quartier, marqués non par des événements sociaux, mais par la croissance lente et constante du ventre de Delphine. L'ex-reine apprit que la dignité ne se mangeait pas et que l'orgueil ne payait pas le loyer. Pour éviter que son père ne la chasse définitivement ou que la misère n'atteigne le bébé, elle dut travailler. Personne ne voulait embaucher la femme renvoyée, la paria qui avait échoué à être reine. Alors, elle créa son propre espace, commença par mélanger les restes d'épices que son père rapportait du marché, le safran cassé, le poivre noir menu, la cannelle en éclats. Avec un pilon en pierre et la mémoire olfactive affinée par des années de luxe, elle créa des mélanges uniques, assaisonnement pour agneau avec des notes de rose sèche, curry pour poisson avec des zestes de citron déshydraté. Elle monta un petit étal fait de caisses à l'entrée du souk, loin des boutiques nobles, épices de l'âme. Elle ne criait pas comme les autres vendeurs, elle laissait simplement l'arôme faire le travail. Pour cacher sa grossesse, maintenant indéniable au 7e mois, Delphine abandonna toute vanité. Elle portait de larges tuniques de lin brut, dépourvues de forme. Mais le changement le plus drastique était sur son visage. Il n'y avait pas de voile de soie couvrant sa peau. Le soleil du désert, sans le filtre des fenêtres du palais, brûla sa peau pâle, la transformant en un bronzage doré et hâlé. Il y avait de nouvelles taches de rousseur sur son nez, des cernes permanents sous ses yeux et ses mains. Les mains délicates de pianiste étaient tachées de jaune safran et de rouge paprika, avec des callosités aux doigts et des ongles courts. Les femmes du quartier commencèrent à s'arrêter, d'abord par curiosité pour voir la reine déchue, puis par la qualité du produit. Elle l'appelait la parfumeuse triste. Delphine souriait rarement. Elle gardait chaque pièce avec férocité, mangeant le minimum pour pouvoir acheter clandestinement des vitamines prénatales. Un après-midi, alors qu'elle moulait du cumin sous la chaleur de 40 seaux, elle sentit un coup de pied fort dans les côtes. Le bébé, un garçon selon la doctoresse Amira, était agité. Delphine s'arrêta, essuyant la sueur de son front avec son avant-bras. Elle regarda le palais de verre, une tache brillante et distante au sommet de la colline. « Tu seras fort », murmura-t-elle à son ventre en servant une mesure de poivre à une vieille dame. « Tu ne seras pas un prince de cristal, tu seras fait de pierre et de soleil, comme ta mère maintenant. » Elle ne savait pas qu'en haut, les préparatifs du mariage royal battaient à leur plein, et elle ne savait pas que le destin, lassé des chemins parallèles, était sur le point de forcer une violente collision entre la femme qui vendait des poudres colorées pour survivre et l'homme qui vivait dans un monde gris d'or. L'abîme entre eux semblait infranchissable,
Mais une tempête se formait à l'horizon, prête à effacer les lignes qui séparaient le palais de la rue. La climatisation de la Maybach blindée maintenait l'intérieur du véhicule à une température artificielle et constante de 18 taux. Un contraste violent avec le four à ciel ouvert qu'était le vieux quartier cet après-midi de mardi. Salim observait le monde à travers la vitre fumée, se sentant comme un poisson exotique dans un aquarium à l'épreuve des balles. À ses côtés, Nahira faisait glisser son doigt frénétiquement sur l'écran de sa tablette, sa voix remplissant le silence tendu de statistiques qui lui semblaient obscènes. L'engagement de la visite à l'orphelinat a augmenté de 40% par rapport à la semaine dernière, commenta-t-elle sans quitter les yeux des graphiques. Mais nous avons besoin de quelque chose de plus rustique aujourd'hui. L'équipe marketing a suggéré une photo de vous achetant de l'artisanat local. Quelque chose qui dise que le Cher valorise les racines, mais sans que vous ayez besoin de toucher à quoi que ce soit de sale. Salim ne répondit pas. Il l'écoutait à peine. Son attention était tournée vers les rues étroites qui se resserraient à mesure que le cortège avançait vers le cœur du souk. Il y avait des années qu'il n'était pas descendu dans cette partie de la ville. Du haut du palais de verre, le marché n'était qu'une tache ocre et vibrante. De près, c'était un labyrinthe d'odeurs, de cris et de survie. Il voyait des hommes portant des caisses en bois sur des dos courbés, des enfants courant pieds nus entre les étals et des femmes marchandant le prix du pain. C'était la vie réelle, pulsante et suante, se déroulant à quelques centimètres de son nez, séparée seulement par une couche de verre allemand et sa propre apathie. Le convoi s'arrêta brusquement. Le chauffeur, visiblement tendu, marmonna quelque chose dans le talkie-walkie. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Nahira, l'irritation fissurant sa façade de sérénité. « Nous avons un calendrier, Rachid. Le soleil va se coucher dans 30 minutes et nous allons perdre l'heure dorée pour les photos. »« La ruelle est trop étroite, madame, » répondit le garde du corps sur le siège avant. « Un camion de livraison bloque la sortie devant. Nous devrons manœuvrer ou attendre. » Salim soupira, appuyant sa tête sur le cuir italien. Il ressentait un poids sur la poitrine que la médecine royale ne parvenait pas à diagnostiquer, une encre invisible qui l'entraînait vers le fond depuis le jour où il avait signé ce maudit papier. Il regarda dehors, désintéressé, cherchant toute distraction qui ne serait pas la voix monocorde de sa fiancée parlant de la palette de couleurs du mariage. Ses yeux se posèrent sur un magasin de coin, une vieille structure en pierre calcaire qui semblait se maintenir par la seule volonté d'Allah et le vieux mortier. Il n'y avait pas d'enseigne lumineuse, juste des paniers d'osier débordant de couleurs sur le trottoir. Safran, paprika, cardamome, cumin. Le vent chaud soulevait une fine poussière colorée qui dansait dans l'air, et alors il la vit. Ce ne fut pas une reconnaissance immédiate. L'esprit de Salim rejeta l'information au début comme un système immunitaire attaquant un corps étranger. La femme qu'il voyait n'appartenait pas à sa base de données mentales. Elle se tenait devant le magasin, traînant un sac de jute qui semblait peser autant qu'elle. Elle ne portait pas de voile. Ce fut ce qui attira son regard initialement. En public, exposée à la poussière et au regard masculin, elle avait les cheveux attachés en un chignon désordonné, avec des mèches libres collées à son front par la sueur. Salim plissa les yeux. La femme s'arrêta pour reprendre son souffle, essuyant son visage avec son avant-bras d'un geste brusque, sans raffinement. Sa peau n'était pas la porcelaine immaculée qu'il connaissait. Elle était bronzée, brûlée par un soleil impitoyable qui ne pardonnait pas à ceux qui n'avaient pas la protection des ombres du palais. Il y avait des taches de rousseur sur son nez, des cernes profonds creusés sous ses yeux par l'épuisement. Elle portait une tunique de lin brut, large, sans forme, tachée de jaune et de rouge sur les bords. Salim sentit son cœur manquer un battement. L'air s'arrêta dans ses poumons. La femme tourna son visage vers la rue embouteillée, ses yeux balayant les voitures de luxe, avec un mélange d'indifférence et de mépris. C'étaient ses yeux verts, comme des oasis,
mais maintenant dur comme du verre brisé. « Delphine, » murmura-t-il. Le son sortit comme un étouffement. « Qu'as-tu dit, mon cher ?» demanda Nahira finalement, levant les yeux de sa tablette. Salim ne répondit pas. Il était paralysé, collé à la fenêtre. Il observait chaque détail avec une horreur croissante. Ses mains de pianiste qu'il avait l'habitude d'embrasser doigt par doigt, étaient rugueuses, ses ongles courts et sales de terre et d'épices. Elles paraissaient plus maigres au visage, les pommettes saillantes, mais il y avait une force en elles, une rigidité musculaire qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle n'était plus la reine décorative. Elle semblait faite de pierre et de soleil. Un homme passa en la bousculant, pressé. Delphine chancela. L'instinct de Salim lui cria d'ouvrir la porte, mais son corps était toujours figé par le choc. Il la vit tenter de retrouver son équilibre, le poids du sac d'épices la tirant vers le bas. Elle lâcha sa charge, la laissant tomber au sol, et porta ses deux mains à son ventre dans un mouvement protecteur, désespéré et indubitable. Le temps ralentit, le monde extérieur devint silencieux. La large tunique de lin s'étira contre son corps lorsqu'elle se pencha. Le vent souffla le tissu contre sa silhouette. Il n'y avait aucun doute, ce n'était pas un gonflement, ce n'était pas un vêtement. C'était une courbe proéminente, ronde et basse, une vie, 8 mois. Le calcul explosa dans l'esprit de Salim avec la force d'une grenade. Elle avait été expulsée il y a 7 mois. « Salim, tu es pâle, qu'est-ce qui se passe ?» La voix de Nahira semblait venir d'une autre dimension, distante et insignifiante. Salim vit Delphine se redresser, les mains toujours serrant son ventre, le caressant avec une tendresse qui fit instantanément monter les larmes à ses yeux. Elle était seule. Elle portait un poids. Elle était brûlée par le soleil et elle portait son fils, le fils qu'ils avaient dit qu'elle ne pourrait jamais avoir. Le mensonge se défit devant lui, non par des mots, mais par l'image brutale de ce ventre sous le lin bon marché. La fureur remplaça le choc, une fureur chaude, volcanique, dirigée contre lui-même, contre sa mère, contre tout ce maudit système de verre et de mensonges. « Ouvrez la porte !» ordonna Salim. Sa voix était basse, mais elle vibrait d'une autorité terrible. « Quoi, Salim ? Nous ne pouvons pas sortir ici. C'est dangereux. Le protocole de sécurité... » Nahira commença, mais s'arrêta en voyant l'expression sur son visage. « Ouvrez la porte !» rugit-il, effrayant le chauffeur. Sans attendre de réponse, Salim tira le verrou manuel. Le son des sirènes de sécurité de la voiture retentit lorsque la lourde porte s'ouvrit, brisant le sceau hermétique de la climatisation. La chaleur du désert envahit le véhicule, apportant avec elle l'odeur de safran, de poussière et de diesel. « Votre Altesse ?»« Non !» cria Rachid du siège avant, sortant de la voiture, son arme au poing, pensant à une attaque. Salim ignora tout et tout le monde. Il sauta sur le sol irrégulier de pavés, ses chaussures en cuir italien atterrissant dans la saleté. Le soleil frappa comme un marteau physique, mais il ne le sentit pas. Ses yeux étaient fixés sur elle. De l'autre côté de la rue étroite, Delphine entendit la commotion. Elle leva la tête, protégeant ses yeux de la lumière avec sa main tachée de curcuma. Quand leurs regards se croisèrent, il n'y eut pas le scintillement de reconnaissance romantique des films. Il y eut de la panique. Salim vit la peur pure dans ses yeux. Elle ne vit pas son mari. Elle vit l'homme qui l'avait expulsé, le représentant du pouvoir qui l'avait écrasé. Elle fit un pas en arrière, trébuchant sur les paniers d'osier. « Delphine !» cria-t-il, sa voix faiblissante, rauque d'émotion. Il commença à courir, bousculant les passants, ignorant la foule qui commençait à s'attrouper, attirée par la voiture royale et le Cher hors de contrôle. Elle secoua la tête, murmurant le « non » qu'il lut sur ses lèvres plus qu'il ne l'entendit. Elle tourna son corps lourd avec difficulté, essayant d'entrer dans la boutique, essayant de fuir la douleur qu'il lui apportait. « Attendez, s'il vous plaît. » Salim avança, le cœur battant si fort qu'il lui faisait mal aux côtes. Le ciel, jusqu'alors bleu pâle et indifférent, commença à s'assombrir rapidement à l'horizon.
Une paroi de sable haute comme un gratte-ciel engloutissait la ville au loin, avançant avec une vitesse surnaturelle. Un simoun. La tempête parfaite arrivait pour refermer le piège, mais Salim ne pouvait voir que la femme enceinte, essayant de fermer la vieille porte en bois devant lui. Il atteignit le trottoir du magasin au moment où elle tentait de verrouiller la porte. Il retint la porte d'une main haletante, la sueur coulant déjà sur sa tempe. « Vous » Elle s'arrêta. Sa respiration était courte, rapide. Elle regarda sa main sur la porte, puis son visage. Il n'y avait pas de soumission là. Il y avait une férocité de lion acculé. « Partez » siffla-t-elle, la voix rauque par le manque d'usage et la sécheresse. « Retournez à votre palais de verre, Salim. Ici, vous n'êtes pas le bienvenu. » « Le bébé ?» Il pointa d'une main tremblante son ventre. « C'est le mien. » Delphine laissa échapper un rire sec, sans humour, qui sonna plus comme un sanglot brisé. « Le vôtre ?» Elle fit un pas en avant, envahissant son espace personnel avec un courage que l'ancienne Delphine n'aurait jamais eu. « Ce bébé est fait de poussière et de restes de nourriture. Il est fait des pièces que j'ai rassemblées en vendant du poivre. Il n'a rien de votre or, rien. Delphine, je ne savais pas. Ils ont dit que vous étiez stérile. Ils ont dit... » « Et vous avez cru ?» coupa-t-elle, les larmes traçant enfin des chemins nets sur son visage sale de poussière. « Vous avez signé le papier. Vous n'avez pas regardé en arrière. » Le vent commença à hurler, soulevant des objets de toutes les boutiques voisines. La tempête de sable était sur eux. La lumière du jour fut soudainement éteinte, remplacée par un orange apocalyptique. « Il faut sortir d'ici. » Rachid, le garde du corps, apparut à côté de Salim, le tirant par le bras. « La tempête va être violente, Votre Altesse. À la voiture, maintenant. » Salim secoua le bras, se libérant violemment du garde. « Je n'irai nulle part sans elle. Je n'irai pas avec vous, » cria Delphine par-dessus le son du vent, mais alors son expression changea. Le défi sur son visage se défit en une grimace de douleur pure. Elle laissa échapper un cri étouffé, se pliant sur elle-même, les mains serrant son ventre avec force. Ses os se rompirent, mêlés de sang, coulant le long de ses jambes, tachant le sable du trottoir. Salim se figea un millième de seconde, voyant la tache sombre sur le lin. « Delphine !» Il la soutint avant qu'elle ne tombe. Son corps était lourd, fébrile. « Ça fait mal !» Elle gémit, la terreur remplaçant la rage. « C'est trop tôt, ce n'est pas l'heure !» Le vent fouettait maintenant du sable contre eux, aveuglant la vision, transformant le souk en un chaos d'objets volants et de visibilité zéro. La voiture blindée n'était plus qu'une silhouette lointaine. Il n'y avait aucun moyen d'y arriver, aucun moyen d'atteindre l'hôpital. Salim regarda la boutique sombre derrière elle. L'odeur d'épices était écœurante et forte. Il regarda Rachid, puis Nahira, qui criait hystériquement dans la voiture scellée, et prit sa décision. Il prit Delphine dans ses bras. Elle était plus lourde qu'il ne s'en souvenait, mais l'adrénaline le rendait capable de soulever le monde. « Ouvrez la boutique !» cria-t-il à une vieille dame qui observait depuis l'entrée, paralysée. « Maintenant !» Il porta Delphine dans le sanctuaire des odeurs fortes, donnant un coup de pied à la porte pour la refermer contre la fureur du sable extérieur. Le monde du luxe était derrière lui. Là, sur le sol couvert de tapis usés et d'odeurs de cumin, le destin était sur le point de lui réclamer sa dette, et Salim savait qu'aucune couronne ou décret royal ne pourrait l'aider maintenant. Il était sur le point de se battre pour la seule chose qui comptait vraiment. Agenouillé dans la poussière, tenant la main de la femme qui l'avait détruite, la vieille porte en bois claqua avec le poids d'une sentence finale, les isolants de l'apocalypse de sable qui consumait le monde extérieur. Le bruit du vent était un hurlement constant, une bête tentant d'arracher le toit de la petite boutique d'épices. Mais à l'intérieur de ce refuge improvisé, la terreur avait une autre fréquence. L'air était saturé de poussière fine qui s'infiltrait par les fentes des fenêtres calfeutrées, se mêlant à l'arôme dense de safran, de cardamome et de vieilles épices. C'était une odeur que Salim n'associerait jamais à une naissance royale. C'était l'odeur de la terre, de l'effort et de la survie.
Il déposa Delphine sur une pile de tapis persans usés au centre de la boutique. Le contraste était violent. Le lin italien de son costume, maintenant taché de sueur et de saleté, contre les tissus rustiques et élimés qui servaient de lit à la femme qu'il avait juré de protéger et qu'il avait misérablement échoué à le faire. Delphine se cambra, un cri étranglé mourant dans sa gorge, tandis qu'une autre contraction la déchirait de l'intérieur. Il n'y avait là ni dignité contenue, ni le silence stérilisé des ailes VIP des hôpitaux de Zurich, où il avait imaginé que son premier-né naîtrait. Il n'y avait que la réalité crue, viscérale et terrifiante. De l'eau, des linges propres. Maintenant, la voix de Salim tonna, non avec l'autorité d'un cher, mais avec le désespoir d'un homme voyant sa vie ne tenir qu'à un fil. La vieille propriétaire de la boutique, une femme au visage hâlé par le soleil et aux yeux qui avaient déjà vu des empires se lever et tomber, ne se laissa pas intimider. Elle se déplaça avec une agilité surprenante, allumant des lampes à huile, car l'électricité avait déjà succombé à la tempête. La lumière dorée et tremblante projetait de longues ombres sur les étagères remplies de flacons, transformant l'endroit en une caverne mystique et suffocante. « Éloignez-vous, jeune homme » ordonna la femme, poussant Salim par l'épaule, tout en s'agenouillant entre les jambes de Delphine. « Elle n'a pas besoin de vos cris, elle a besoin de votre force. Si vous restez, soyez utile. Si vous paniquez, sortez dans la tempête. » Salim déglutit, sentant un goût de cuivre et de sable dans sa bouche. Il regarda Delphine. Son visage était pâle, couvert d'un film de sueur froide, les cheveux collés à son front. Elle semblait petite, fragile, une ombre de la femme vibrante qu'il avait connue, épuisée par des mois de misère que lui, dans sa cécité royale, avait permis. Il tomba à genoux à côté de sa tête, lui tenant la main. Les doigts de Delphine, calleux par le travail manuel qu'il ignorait jusqu'à quelques minutes auparavant, se refermèrent autour des siens avec une force écrasante. « Non !» murmura-t-elle, la voix brisée, les yeux errants, fiévreux, incapable de se concentrer sur lui. « Ils vont me le prendre, ils vont dire que je ne suis pas digne. Salim, ne laissez pas faire. » La supplication frappa Salim comme un poignard physique dans la poitrine. Elle n'avait pas seulement mal. Elle était terrifiée par lui, terrifiée par le système qu'il représentait. « Personne ne vous prendra rien, » promit-il d'une voix rauque, se penchant près de son oreille. « Je suis là. Je suis la barrière entre vous et eux. Regardez-moi, Delphine, c'est moi. » Elle ouvrit les yeux et pendant une seconde, le voile de la douleur se dissipa. La reconnaissance apporta une nouvelle vague de panique, non de soulagement. Elle tenta de retirer sa main, mais la douleur la domina de nouveau, pliant son corps dans un spasme violent. « La tête, je peux voir la tête !» annonça la vieille femme d'en bas, sa voix calme, coupant le chaos. « Le cordon est enroulé. Nous avons besoin de calme. Jeune homme, tenez-la, ne la laissez pas se débattre. » Le monde de Salim se rétrécit à ce mètre carré de tapis sale. Le vent à l'extérieur fouettait les murs, faisant gémir toute la structure, comme si la nature elle-même voulait revendiquer cette vie. Il déchira sa veste à des milliers de dollars, déchirant sa chemise de soie blanche en lambeaux, lorsque la vieille femme demanda plus de linge. Le tissu noble, symbole de son statut, servait maintenant seulement à nettoyer le sang et le liquide amniotique du sol poussiéreux. « Poussez, petite !» commanda la vieille femme. Delphine cria, un son primal qui semblait venir du centre de la terre. Salim la tint par les épaules, sentant les tremblements qui parcouraient son corps. Il murmurait des prières qu'il ne se souvenait pas connaître, mélangeant l'arabe classique à des promesses désespérées. Le temps perdit son sens. Les minutes auraient pu être des heures. La chaleur dans la boutique était insupportable. L'odeur de cumin mêlée à l'odeur métallique de l'accouchement, créant une atmosphère hallucinogène. Et puis le silence. Le hurlement du vent sembla cesser un instant, suspendu en révérence. Un pleur fin, aigu et indigné rompit la quiétude de la boutique. Salim se figea. Ses mains sales de sang et de poussière tremblaient. La vieille femme souleva l'enfant, le nettoyant rapidement avec les restes de la chemise royale. C'était un petit garçon,
rouge, furieux contre le monde froid dans lequel il venait d'entrer. « C'est un guerrier », grommela la vieille femme, un sourire édenté apparaissant sur son visage. Elle enveloppa le bébé dans un châle de laine épaisse qu'elle tira d'une étagère et le déposa sur la poitrine de Delphine. Delphine laissa échapper un sanglot, les larmes lavant la saleté de son visage. Ses mains tremblantes touchèrent la peau du bébé, comme pour vérifier s'il était réel. La peur dans ses yeux fondit, remplacée par une fatigue absolue et un amour dévastateur. « Il est vivant », murmura-t-elle incrédule. Salim observa la scène, se sentant un intrus dans son propre miracle. Cet enfant, né entre des sacs de poivre et de vieux tapis, était l'héritier d'une des plus grandes fortunes du monde. Mais à ce moment-là, il n'avait ni nom ni titre. Il était juste le fils de la femme que Salim avait détruite. Il se pencha pour embrasser le front moite de Delphine. Elle ne recula pas cette fois, trop faible pour se battre, mais ses yeux rencontrèrent les siens avec une clarté effrayante. Il n'y avait pas de gratitude là, il n'y avait qu'une trêve. Dehors, la fureur de la tempête commença à diminuer. Le Simoun perdit finalement de sa force, laissant derrière lui un monde enfoui sous des centimètres de sable rouge. Le son étouffé des sirènes commença à pénétrer les murs de la boutique. Le monde réel revenait, le temps du miracle était terminé, le temps des conséquences commençait. Salim se leva, les jambes engourdies. Il devait préparer les choses pour l'arrivée des paramédicaux. La vieille matrone nettoyait déjà l'endroit, marmonnant à propos du désordre. Salim regarda autour de lui, voyant le sac en tissu bon marché que Delphine portait quand elle s'était évanouie. Il était tombé dans un coin, à moitié ouvert. Le contenu éparpillé par l'impact quand il l'avait porté à l'intérieur. Il se baissa pour ramasser ses affaires, sentant le poids de la culpabilité à chaque objet humble qu'il touchait. Un paquet de mouchoirs génériques, quelques pièces de monnaie, un flacon d'huile essentielle faite à la main et le téléphone portable. L'appareil avait l'écran fissuré, une toile d'araignée de verre brisée sur l'affichage. Salim le prit avec l'intention de le ranger dans le sac. Son pouce effleura le bouton latéral et l'écran s'illumina. La batterie était aux dernières lueurs de sa vie. Il y avait des dizaines de notifications d'échec d'envoi. Salim fronça les sourcils. La curiosité ou peut-être un instinct sombre le poussa à faire glisser son doigt, déverrouillant l'appareil. Elle n'avait jamais changé le mot de passe, la date de son anniversaire. Ce qu'il vit fit le sang se glacer dans ses veines, plus froid que l'air conditionné du palais n'avait jamais été. L'écran des messages était ouvert. Il y en avait des centaines. « Je suis enceinte. S'il te plaît, nous devons parler. » Envoyé il y a 6 mois. « Ce n'est pas une question d'argent, Salim. C'est ton fils. Il a besoin de son père. » Envoyé il y a 5 mois. « Je suis malade. Je n'ai nulle part où aller. Aide-moi. » Envoyé il y a 3 mois. « Pourquoi me détestes-tu autant? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Envoyé il y a 1 semaine. Toutes avaient une icône rouge à côté, non livrée, mais non par manque de signal. Il cliqua sur les détails de la dernière tentative d'appel. Un message du système de l'opérateur brillait sur l'écran fissuré, numéro bloqué par l'administrateur de sécurité à distance. Salim sentit le sol osciller sous ses pieds plus que pendant la tempête. Il alla dans les paramètres. Il y avait une application de surveillance installée, quelque chose de sophistiqué, de niveau militaire. Le journal d'activité montrait que toutes les tentatives de contact de Delphine avaient été interceptées et détournées. Et l'administrateur du compte à distance avait un code que Salim connaissait par cœur. C'était le code personnel de Rachid, le garde du corps qui l'avait servi depuis l'enfance. L'homme qui était maintenant dans la voiture blindée, probablement en train de coordonner le sauvetage. L'homme qui avait dit, en regardant Salim dans les yeux des mois auparavant, « Elle a accepté l'argent et est partie, Votre Altesse. Elle n'a même pas regardé en arrière. » Le mensonge se défit comme un château de sable. Delphine ne l'avait jamais ignoré. Elle avait crié pour lui dans le vide numérique, jour après jour, alors qu'elle souffrait de faim et de froid, portant son fils dans son ventre, croyant que le silence de Salim était une réponse cruelle et délibérée. Il l'avait laissé croire qu'il était un monstre, parce que quelqu'un avait décidé qu'elle ne convenait pas à la couronne.
Une fureur blanche, silencieuse et létale s'empara de lui. Les mains de Salim se refermèrent autour du téléphone avec tant de force que les éclats de l'écran coupèrent sa peau, mêlant son sang au sang de l'accouchement sur ses mains. La porte de la boutique s'ouvrit avec fracas. Rachid entra, le visage couvert d'un foulard tactique, suivi de 2 paramédicaux et de soldats de la garde royale. Le vent entra avec eux, mais la température dans la pièce chuta en raison de la présence du cher. « Votre Altesse, grâce à Allah !» s'exclama Rachid, abaissant son foulard, ses yeux balayant l'endroit et s'arrêtant sur le bébé dans les bras de Delphine, avec une expression de choc mal dissimulée. Le sauvetage aérien atterrit sur la place. « Nous devons vous faire sortir d'ici maintenant. Les médias... » Rachid s'arrêta. Il vit l'expression sur le visage de Salim. Salim se tenait au milieu de la boutique sale, ses vêtements en lambeaux, maculés de fluide corporel et de poussière. Mais il n'avait jamais paru aussi dangereux, aussi absolument réel dans son autorité. Il ne regarda pas les paramédicaux qui se précipitèrent pour s'occuper de Delphine. Ses yeux étaient fixés sur Rachid, sombre et impénétrable comme l'abîme. Salim leva la main, montrant le téléphone portable fissuré de Delphine. Le silence qui s'ensuivit fut plus lourd que la tempête. Rachid pâlit. L'entraînement militaire faillit devant la preuve, brillant dans la main du souverain. « Emmenez-la d'ici avec précaution », dit Salim au médecin, sa voix étrangement calme, sans détourner le regard du chef de la sécurité. « Menez-la à l'aile royale. Si elle ou l'enfant ressentent un seul instant d'inconfort, des têtes tomberont. »« Oui, Votre Altesse », répondirent les médecins à l'unisson, posant Delphine sur la civière. Elle lui tendit la main pendant qu'elle était emmenée, confuse par le changement soudain d'atmosphère. Salim lui toucha brièvement les doigts, mais s'éloigna. Il ne pouvait pas la consoler maintenant, pas avec le poison qui courait dans ses veines. Quand la civière sortit, laissant Salim et ses gardes dans la boutique, il s'approcha finalement de Rachid. L'espace entre eux semblait porter une charge électrique. « Votre Altesse, je peux expliquer, c'était pour la stabilité du... » Rachid commença, reculant d'un pas. « Vous avez le droit de garder le silence, » murmura Salim. Et le son fut plus terrifiant que n'importe quel cri. Car chaque mot que vous prononcerez à partir de maintenant sera utilisé pour creuser votre tombe. Salim le dépassa, sortant dans l'air frais et poussiéreux de la nuit. La tempête de sable était passée, mais la véritable tempête, celle qui ébranlerait les fondations du palais de verre et briserait chaque mensonge prononcé en son nom, ne faisait que commencer. Il regarda l'hélicoptère descendre sur la place du marché et jura par les pleurs de son fils nouveau-né que la miséricorde était quelque chose qu'il avait laissé derrière lui avec sa chemise de soie sur le sol sale de cette boutique. Le couloir de l'aile royale de l'hôpital universitaire sentait l'antiseptique et les fleurs chères. Un mélange nauséabond qui tentait de masquer la fragilité de la vie humaine avec le parfum du privilège. Le son rythmique de talons aiguilles brisait le silence respectueux du lieu. Naïra marchait aux côtés de la Sheikha Fatima, le visage illuminé par la lumière froide des lampes fluorescentes, les doigts tapant furieusement sur son smartphone. « La narration est déjà prête », murmura Naïra sans quitter des yeux l'écran. Le cheikh sauve son ex-épouse dans un acte héroïque de miséricorde. Les actions de vos entreprises minières ont augmenté de 4% juste avec la photo de l'hélicoptère. Si nous jouons bien nos cartes, nous pouvons transformer ce bâtard en un atout de relations publiques avant même qu'il ne coupe le cordon ombilical. Fatima acquiesça, sa posture rigide, le masque de matriarche imperturbable, fermement en place. Elle s'arrêta devant les doubles portes en chêne qui séparaient le monde commun des appartements de Salim. « Rappelez-vous, Naïra, » avertit la Sheikha d'une voix basse, « Delphine est insignifiante. L'accent est mis sur la lignée. Le garçon est la propriété de l'État. » Or, avant qu'elle ne puisse pousser les portes, celles-ci s'ouvrirent, non par un serviteur, mais par une force furieuse. Salim était là. Il ne s'était pas changé. Sa chemise de lin italien, autrefois blanche, était une carte de sang séchée, de poussière du désert et de fluide de l'accouchement. Le contraste avec l'environnement stérile était grotesque. Mais c'était dans ses yeux que résidait la véritable terreur.
Il n'y avait pas la chaleur habituelle, ni le doute que Fatima manipulait si facilement. Il n'y avait qu'un désert froid et implacable. « Salim, mon cher », Nahira commença, rangeant son téléphone portable et composant un sourire de sympathie plastique. « Quelle terrible épreuve ! Nous avons déjà organisé la conférence de presse. Vous n'avez qu'à... sortez !» Sa voix fut un murmure rauque, comme du sable raclant sur du verre. Nahira cligna des yeux, son sourire vacillant. « Quoi ? Sortez de mon hôpital, sortez de ma vie, sortez de mon émirat. » Salim fit un pas en avant et la mondaine recula instinctivement devant la violence contenue dans ce mouvement. « Les fiançailles sont rompues. Vos avocats recevront les termes demain matin. Si jamais je revois votre visage ou le nom de votre famille associé à mon fils, je ferai auditer vos entreprises jusqu'à ce qu'ils trouvent la poussière sous les tapis. Que nous savons tous les deux combien il y a de saleté là. » Nahira pâlit, la façade d'arrogance s'effondrant instantanément. Elle regarda Fatima en quête de soutien, mais la cheika restait immobile. Sans dire un mot, l'ex-fiancé fit volte-face et marcha dans le couloir, le son de ses pas résonnant maintenant comme une fuite désespérée. Il ne resta plus que la mère et le fils. Le silence s'étira jusqu'au point de rupture. « Vous êtes sale, Salim », dit Fatima, d'un ton de désapprobation clinique. « Allez vous nettoyer. Nous devons discuter de la garde et de la tutelle du garçon. Delphine n'a pas les conditions psychologiques ou financières de... Rachid est en prison, » coupa Salim. La mention du nom fit trembler l'œil gauche de Fatima, une faille minuscule dans son armure. Il a chanté comme un oiseau dès la première heure d'interrogatoire. J'ai les enregistrements mères, les messages interceptés, la corruption des médecins qui ont falsifié les examens de fertilité, l'ordre de l'isoler. Fatima leva le menton, défiante jusqu'au bout. J'ai fait ce qui était nécessaire pour la stabilité de la couronne. Un roi ne peut être gouverné par des passions sentimentales. Vous aviez besoin d'un héritier et elle était inadaptée. Elle m'a donné un héritier sur le sol sale d'une boutique d'épices, sans anesthésie, sans confort, pendant que vous planifiiez des dîners de gala, rétorqua Salim, la voix étranglée par une fureur qui faisait monter les larmes à ses yeux. Des larmes qu'il refusait de laisser tomber. Vous n'avez pas protégé la couronne, vous l'avez brisée, car un roi qui ne peut pas protéger sa propre famille ne sert pas à protéger son peuple. Il sortit de sa poche l'anneau sigillaire royal, le symbole de l'autorité que Fatima avait toujours convoité à travers lui, et le serra fortement. Vous êtes destitué de toutes fonctions officielles, retiré du conseil. Votre allocation sera maintenue, mais votre influence meurt aujourd'hui. Allez à la maison d'été sur le littoral et priez pour que Delphine ait plus de miséricorde que moi, car si cela ne dépendait que de ma volonté, vous seriez dans une cellule à côté de Rachid. Fatima ouvrit la bouche pour protester, mais le regard de Salim la fit taire. Pour la première fois en 30 ans, elle ne vit pas le fils qu'elle avait élevé, mais le souverain qu'elle craignait. Elle s'inclina dans une révérence raide et défaite, et s'éloigna. Salim resta seul dans le couloir. Ses mains tremblaient, non de peur, mais de la décharge d'adrénaline d'avoir coupé ses propres racines pourries. Il respira profondément, essayant de nettoyer l'odeur de trahison de ses poumons, et entra dans la chambre. L'environnement était dans la pénombre. Le bip rythmique des moniteurs était la seule musique. Delphine était allongée sur les oreillers, le visage propre de la poussière, mais encore marqué par une fatigue profonde. Dans ses bras, un petit paquet enveloppé dans des couvertures de coton dormait du sommeil des justes. Salim s'approcha comme s'il entrait dans un temple sacré. Il se sentait indigne d'être là, sale et accablé de culpabilité. Delphine ouvrit les yeux. Il n'y avait pas de haine en eux, ce qui fit plus mal à Salim que n'importe quel cri. Il n'y avait qu'un calme ancien, une résilience forgée dans le feu de la survie. « Il est parfait », murmura Salim, la voix défaillante. Il tendit la main pour toucher la tête du bébé, mais s'arrêta en l'air, de peur de le tâcher. « Son nom est Zayn », dit Delphine d'une voix rauque. « Cela signifie beau et gracieux. Et il n'a rien de votre palais, Salim. Il a l'odeur du safran et la force de la tempête. »
Salim tomba à genoux à côté du lit. La grandeur du cher disparut, ne laissant que l'homme. « Je suis désolé. Je sais que les mots sont du vent, Delphine, mais je jure, je ne savais pas. Je passerai le reste de ma vie à vous compenser. La voiture est prête. Le palais a été préparé. Personne ne vous regardera plus de travers. Revenez à la maison. Laissez-moi prendre soin de vous. » Il attendit son soulagement, ses remerciements. La fin heureuse et immédiate. Delphine ajusta le bébé dans ses bras et regarda Salim. Ses yeux étaient durs comme des diamants bruts. Non. Le mot flotta dans l'air, lourd et absolu. Salim leva la tête, confus. Non, Delphine, vous ne pouvez pas retourner dans cette pièce du vieux quartier. C'est dangereux, c'est insalubre. Cette pièce a été le seul endroit où j'ai été maîtresse de moi-même, répondit-elle, sa voix gagnant en fermeté. Vous pensez pouvoir me sauver maintenant, Salim? Où étiez-vous quand j'ai dû vendre ma bague de fiançailles pour acheter des vitamines? Où étiez-vous quand je me suis évanoui de faim? Je me suis sauvé. J'ai construit une vie. J'ai un commerce. J'ai de la dignité. Elle se pencha en avant, le forçant à la regarder. Si je retourne au palais maintenant, je ne serai que la mère de l'héritier, la femme que vous avez acceptée par culpabilité. Je ne veux pas de votre pitié et je ne veux pas de votre protection dorée. Je veux un partenaire. Je vous aime, dit Salim désespéré. Je n'ai jamais cessé d'aimer. L'amour ne suffit pas, la confiance l'est, et vous avez brisé la nôtre. Elle soupira, adoucissant son expression en regardant son fils. Zayn a besoin de son père. Vous aurez un accès libre à lui. Mais moi, je ne retournerai pas dans la cage de verre. Si vous me voulez, Salim, vous devrez me conquérir. Non pas comme cher, non pas avec des décrets ou des bijoux. Vous devrez me conquérir comme l'homme que vous auriez dû être quand j'ai été expulsé, et vous devrez le faire dans mon monde, pas le vôtre. Salim regarda la femme devant lui et réalisa que l'épouse docile qu'il connaissait était morte. À sa place, il y avait une reine sans couronne, bien plus majestueuse que n'importe quel titre qu'il aurait pu lui conférer. Il sentit un nouveau type de respect naître dans sa poitrine. « J'accepte, » dit-il, embrassant sa main rugueuse par le travail. « Dites-moi par où commencer. » Les mois qui suivirent furent une anomalie pour la cour. Le cheikh disparaissait toutes les après-midi, non pas pour des réunions avec des diplomates étrangers, mais pour le cœur battant et sale de la ville. Il n'arriva pas avec des bouquets de roses importés. La première semaine, Salim apparut au souk avec des ingénieurs. Il ne donna pas d'ordre. Il demanda à Delphine ce dont le marché avait besoin. Elle montra les toits qui fuyaient, le vieux système d'égouts, le manque de crèches pour les vendeuses. Salim troqua les costumes italiens pour des vêtements de travail simples. Il marcha dans les ruelles, sua sous le soleil, discuta de plans et de budget non pas avec des ministres, mais avec le conseil des vendeuses d'épices. Il investit sa fortune personnelle dans la rénovation du vieux quartier, mais en garda l'âme intacte. Delphine observait depuis sa boutique. Elle voyait comment il traitait les personnes âgées avec respect, comment il tenait Zayn pendant qu'elle servait les clients, apprenant à changer les couches sur un comptoir improvisé. Elle vit le cher disparaître et le père émerger. Il apprit à différencier la cardamome du cumin, apprit à négocier le prix du tissu et, plus important encore, apprit à écouter. La conquête ne fut pas faite de grands gestes romantiques sous le clair de lune, mais de petits actes de constance. Ce fut dans le café chaud qu'il lui apportait les matins froids. Ce fut dans la manière dont il défendait son travail face à l'élite qui fronçait le nez. Il valida son existence en dehors de son ombre. 6 mois après la naissance de Zayn, à la fin d'une journée épuisante, Salim balayait devant la boutique tandis que Delphine fermait la caisse. « Le nouveau système de ventilation fonctionne bien », commenta-t-il négligemment. « Vraiment ?» Delphine sourit en l'observant de dos. « Le marché n'a jamais été aussi vivant. » Salim s'arrêta et s'appuya sur son balai, la regardant. « J'ai terminé la rénovation de l'aile est du palais. J'ai abattu les murs de verre. Maintenant, il y a des fenêtres qui s'ouvrent.
L'air entre, la poussière entre, la vie entre. J'ai fait un jardin d'épices dans la cour intérieure. Delphine arrêta de compter les pièces, le cœur battant fort. Et pourquoi avez-vous fait ça? Parce que je voulais que si un jour vous décidiez de visiter, vous sentiez que là aussi, cela pouvait être votre monde. Pas une cage, mais une extension de ce que vous avez construit ici. Delphine contourna le comptoir et s'approcha de lui. Elle toucha son visage, maintenant bronzé par le soleil, non par l'artificiel des clubs de campagne. « Je crois que Zayn aimerait voir le jardin, » dit-elle doucement. « Et j'aimerais voir l'homme qui l'a construit se reposer un peu. » Salim sourit, et ce fut le sourire le plus sincère que l'émirat ait jamais vu. Le mariage ne fut pas télévisé par satellite dans le monde entier. Il n'y eut pas de carrosse dorée ni de garde marchant en formation parfaite. La cérémonie eut lieu dans la cour centrale du souk, au coucher du soleil, lorsque la lumière transformait les murs en pisés en or liquide. L'air était imprégné des odeurs d'encens, de cannelle et de jasmin. Les invités d'honneur n'étaient pas des ducs ou des présidents, mais les marchands, les tisserandes, les porteurs et les enfants du quartier. Delphine portait un cafetan blanc brodé de fils d'or, créé par les couturières locales. Le visage découvert et radieux, elle tenait un bouquet de fleurs du désert. Salim l'attendait, non sur un trône, mais debout sur un tapis persan étendu sur les pavés. Il portait la tunique traditionnelle, simple et élégante. Dans ses bras, le petit Zayn riait, jouant avec la barbe de son père. Quand Delphine arriva à ses côtés, l'imam commença la récitation, mais Salim demanda la parole. Il regarda la foule, le peuple qui avait accueilli sa femme quand il avait échoué, puis Delphine. « Je promets non seulement de gouverner ce pays, » dit Salim, sa voix claire résonnant dans le marché silencieux. « Je promets de servir la famille que j'ai failli perdre et le peuple qui m'a enseigné ce qu'est l'honneur. Aujourd'hui, le palais et la rue ne font qu'un. » Il plaça une alliance simple au doigt de Delphine. Ce n'était pas un diamant géant, mais un anneau forgé avec deux métaux différents, entrelacés, inséparables et plus forts ensemble. Delphine sourit, les larmes brillant dans ses yeux, et embrassa son mari. L'applaudissement qui éclata ne fut pas poli ou protocolaire. Ce fut un rugissement de joie, des tambours commencèrent à battre, des femmes poussèrent des you-you en célébration. Tandis que le soleil plongeait à l'horizon, teignant le ciel de pourpre, Salim tint la main de Delphine et celle de son fils. Ils ne marchèrent pas vers un carrosse pour s'enfuir. Ils marchèrent au milieu de la fête, dansant sous les étoiles, au cœur battant d'un royaume enfin unifié par l'amour et la vérité. La tempête était passée, et ce qui restait n'était pas la ruine, mais une fondation indestructible. Une fondation indestructible. C'est de cela que nous parlons ici, de personnes qui ne cèdent pas, même quand le monde entier dit que vous devriez. Merci d'être resté jusqu'ici, vraiment. J'apprécie chaque minute que vous avez passée avec moi dans cette histoire. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, nous laissons toujours un commentaire secret pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin, ou seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici le liront et comprendront la raison de ce commentaire. Ce sont toujours des choses un peu folles. Alors si vous êtes nouveau ici, c'est notre façon de faire, celle de nos meilleurs amis de la chaîne qui restent toujours jusqu'à la fin des histoires. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Guerrière et bienveillante. Après tout, cela représente beaucoup de Delphine, car malgré le fait que nous prônons toujours le bien et les fins heureuses sur notre chaîne, je ne suis pas sûr d'être capable de pardonner d'être mis de côté si facilement. Mais comme je l'ai dit, nous devons toujours prôner le pardon et l'amour. La rancœur ne mène à rien. Enfin, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant, car chaque semaine, il y a de nouvelles histoires ici, et je veux que vous soyez avec moi pour les prochaines. Et regardez les histoires qui défilent à l'écran maintenant. Choisissez celle qui attire le plus votre attention et cliquez. Chacune d'elles a la même intensité, le même cœur battant fort. Venez avec moi. Je vous y retrouve, monsieur.